Cette scène pourrait se dérouler dans un futur proche. Un éléphant. Imaginez-vous, aux côtés des grands mammifères menacés, à quelques pas du regretté dodo, vos enfants viendraient observer la dernière des abeilles. Elles auraient toutes disparu. Imaginez-vous un monde où la nature serait stérile. Car les abeilles, lorsqu'elles butinent les fleurs, transportent le pollen d'une plante à l'autre. Grâce à elles, poussent la plupart des fruits et légumes. Sans elles, plus de vie. Imaginez-vous un monde où les rayons de vos commerces seraient vides. Plus de miel ni de chocolat. Poires, courgettes, carottes ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Les pommes coûteraient le prix du caviar. Tout ça, c'est en train de crever. 80% des insectes ont disparu. Peut-on encore sauver les abeilles? Comment éviter ce scénario catastrophe? Partout dans le monde, certains s'y préparent déjà. En France, les abeilles de François meurent. Ils cherchent des responsables. On a eu les résultats, voilà, on trouve notamment de la propargite, qui est interdit en France et en Europe depuis 2011. À Malte, Hermano tente d'enrayer l'extinction. Il a l'un des plus grands élevages de rennes d'Europe. Ce sont toutes nos filles. Il les expédie à travers tout le continent pour repeupler les colonies décimées. Aux États-Unis, des entrepreneurs préparent déjà l'avenir. Mission OK, on commence. Avec leurs drones, ils ont trouvé comment remplacer les abeilles. Bienvenue dans votre futur. Dans les Côtes d'Armor, François, un passionné d'apiculture, en a fait son métier il y a 8 ans. Ce quadragénaire, fils d'instituteur, gagne 1 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est sa première récolte de la saison. Pour produire 1 kg de miel, les abeilles parcourent 40 000 km. Ça représente un travail de tous les instants. Donc c'est un moment effectivement privilégié, le moment de la récolte. Mais cette année, la collecte a un goût amer. Il a 4 fois moins de miel que les années précédentes. 80% de ses abeilles sont mortes à la sortie de l'hiver. François évalue ses pertes à 112 000 €. Et donc maintenant, ça va être un long parcours, un parcours du combattant pour pouvoir reconstituer mon cheptel. Et il ne se passe pas une journée sans que je me pose concrètement la question de savoir s'il est bien raisonnable de continuer mon activité. En France, la production de miel a été divisée par 3 en 20 ans. Jamais la surmortalité des abeilles n'avait atteint un tel niveau. Une catastrophe pour les 46 000 apiculteurs qui tous désignent un même coupable. Une agriculture dépendante des pesticides. Pour nous, il est clair que les problématiques qu'on retrouve dans nos ruches sont la conséquence directe d'un environnement dégradé, notamment par la chimie, par les nouvelles classes de pesticides qui sont utilisées. C'est très perturbant. Je ne suis plus en capacité de savoir réellement où je peux poser mes ruches et me dire qu'elles sont dans un endroit préservé qui puisse garantir une sécurité pour les abeilles, quoi. D'autant qu'elles butinent à 8 km à la ronde. Partout en France, les apiculteurs ont retrouvé leurs ruches décimées. 30% des colonies ont péri dans l'Hexagone. Habituellement silencieux, certains ont laissé exploser leur colère sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il y a un peu dans cette ruche. Regardez cette ruche qui est en pleine forme. Comme Sven, lui aussi frappé par l'effondrement de ses colonies. Tout ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Des cadavres d'abeilles.
qu'il n'y avait pas de maladie là-dedans. Et on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre, faites quelque chose. Mes ruches sont pleines de pesticides, les abeilles crèvent. Il n'y a pas que celle-ci, il y a tout, ça veut dire tous les autres, les bourdons, les abeilles sauvages. Tout est en train de crever à cause de votre merde. Un appel à l'aide qui restera sans réponse. L'État a débloqué 3 millions d'euros en guise de soutien. Mais aucune enquête toxicologique n'a été faite sur leur rucher. Sven, l'apiculteur de la vidéo, et François ont décidé de mener leur propre enquête. Ils cherchent des indices d'une intoxication. Là, c'est le pollen qu'elles ont collecté en 2-3 heures de temps. Donc là, il y a différents pollens qui correspondent, chaque couleur correspond à une plante différente. Un groupe d'une vingtaine d'apiculteurs participe à ces prélèvements dans toute la France. L'expérience durera 2 ans. On n'a toujours pas de preuves et toujours pas d'explication claire. C'est très perturbant pour nous de savoir qu'on fait face à une fragilité, que ça peut se reproduire et qu'on n'a toujours pas d'explication claire et franche à ce sujet. En France comme ailleurs, on sait que c'est l'ensemble de l'environnement qui est intoxiqué et que l'ensemble des insectes disparaît. Donc on a quand même de très fortes suspicions. On sait d'où ça vient. Maintenant, on voudrait comprendre vraiment précisément d'où ça vient, quel produit incriminé ou quel mélange de produits. Je vais mettre là pour pouvoir le mettre dans un sachet pour le mettre au congélateur. Ils mèneront des tests sur le pollen, mais aussi sur la cire et le miel. François a déjà envoyé un premier échantillon à un laboratoire d'analyse indépendant. Donc on a eu les résultats. Voilà, on trouve notamment de la propargite, qui est un acaricide, qui est interdit en France et en Europe depuis 2011. En tout cas, ça met en évidence que même des produits qui ont été interdits depuis de nombreuses années sont soit encore présents dans notre environnement, soit, et ça on ne peut pas le savoir, soit ils sont encore utilisés de manière frauduleuse. Un pesticide interdit, mais aussi des traces de centaines d'autres, toujours en dessous du seuil légal. Les apiculteurs en sont convaincus. Ce sont eux qui tuent leurs abeilles. On en aura le bol de devoir prouver sans arrêt que c'est certainement les pesticides qui intoxiquent l'environnement, puisque c'est largement documenté. On retrouve des pesticides n'importe où, dans les organismes, dans les cours d'eau, dans les boues, dans les airs, dans le pollen. Donc maintenant, ça suffit, j'ai envie de dire, agissons pour que ça cesse. J'ai 4 filles, j'ai envie qu'elles puissent vivre dans un environnement qui est heureux et qui soit sain, en fait. Et puis, sauver la beauté du monde, c'est fondamental. Lutter, résister pour éviter à tout prix un monde sans abeilles. Parfois, le découragement les gagne. Comme ce soir où François est contraint de se débarrasser de 250 ruches. Avec les abeilles mortes, les cadres de miel ont commencé à pourrir. Les autorités sanitaires ne leur ont donné aucune consigne, alors François a décidé de les brûler. C'est le travail de l'apiculteur là, qui est réduit en cendres, qui s'envole en fumée. C'est le travail de plusieurs années là, qui est réduit à néant. Donc j'ai passé, je crois, le cap de la colère pure. Là, j'en suis à une forme de lassitude. Je suis fatigué de ces pertes massives. J'aurais jamais pu imaginer perdre des ruches dans ces proportions-là. C'était, dans le pire de mes cauchemars, ce n'était pas envisageable. Rien qu'en Bretagne, 20 000 colonies d'abeilles ont péri. Mais il existe un endroit où l'on essaie de résister à l'extinction des abeilles. Un sanctuaire au cœur de la Méditerranée. Une île au climat tempéré. Sur ce petit caillou escarpé, peu d'agriculture intensive et moins de pesticides. Ermanno est italien. Il a lancé le plus grand élevage de rennes d'Europe. Sur les flancs de cette colline préservée, 1000 ruches, pas comme les autres. Ce sont des ruches miniatures.
Des mini-nurseries qui contiennent environ 1000-1200 abeilles, qui doivent s'occuper de la reine dès sa naissance. Il n'y a qu'une reine par ruchette. C'est la plus grosse abeille de la colonie et c'est la seule à pondre. L'apiculteur vient les collecter pour la première fois de la saison. Je l'ai. Le problème, c'est qu'avec mes grandes mains, c'était pas facile de la prendre. Le vert, ça permet de la repérer plus facilement. Ça la rend plus visible. Cette reine, Ermanno va l'expédier vers d'autres ruches en Europe pour les repeupler. Chaque reine va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Je la mets dans la boîte avec ses accompagnatrices. Une fois par semaine, il envoie 1300 reines à travers tout le continent. Avec l'effondrement des colonies, cet ancien informaticien a dû faire face à une demande exponentielle. 50 fois plus qu'il y a 10 ans. Nous n'acceptons pas toutes les commandes, nous n'y arrivons pas. On accroît notre production d'année en année, mais la demande est beaucoup plus forte que notre capacité à produire. Il faut 4 semaines pour élever une reine. C'est un travail de précision. Pour honorer ses commandes, Ermanno travaille à flux tendu avec sa femme, Michaela. Elle intervient dans les toutes premières heures après la ponte. Pour faire une reine, vous prenez une larve, vous la nourrissez à la gelée royale et à la fin vous obtenez un cocon qui deviendra une reine. C'est beaucoup de responsabilité et de délicatesse aussi. Il faut ensuite 16 jours d'incubation avant la naissance de la reine. Un spectacle auquel il est rare d'assister. L'abeille découpe sa cellule royale. Pour sortir, sous le regard toujours émerveillé de ses créateurs. Je suis sûre qu'elles me prennent pour leur mère. Oui, ce sont toutes nos filles. Une fois par semaine, c'est dans un colis et par la poste qu'Ermanno expédie ses protégés. Au téléphone, un apiculteur français qui s'impatiente. Je ne peux pas toi le dire avec 100% de sûreté en ce moment parce que ça dépend des quantités que nous allons ramasser jour par jour. OK, au revoir. Tous sont prêts à mettre le prix, jusqu'à 24 € par reine. Chaque année, 24 000 d'entre elles parcourent des centaines de kilomètres en avion pour sauver les ruches décimées. Ça, c'est France. Ils ont aussi des clients en Allemagne et au Danemark. Cette année, Ermanno affiche un chiffre d'affaires de 500 000 €. Là, nous avons 50 reines. Une boîte comme celle-là, c'est 1 200, 1 300 € en fonction de la qualité de la reine et de la période de livraison. Si on perdait un colis comme celui-ci, on serait mal. Avant de s'envoler vers le continent, ces reines vont prendre le ferry. Ermanno a rencontré le succès. Mais seul, face à la menace d'extinction des abeilles, il nourrit peu d'espoir. Le changement climatique rapide de ces dernières années est en train de bouleverser les équilibres. Nous le voyons chaque jour. Faire survivre les abeilles est devenu difficile. Le seul espoir, c'est que l'on change complètement le modèle. Parce que si on continue sur cette voie, il n'y a pas d'avenir. Non seulement pour les abeilles, mais aussi pour l'homme. Depuis son île, Ermanno se désespère de la disparition annoncée des abeilles. D'autres ont moins d'état d'âme et font de l'exploitation de cette espèce un business. Aux États-Unis, dans la vallée de San Joaquin, les plus grandes exploitations d'amandiers au monde. 80% des amandes de la planète poussent ici. Dans cette région, la pollinisation est un business. Les butineuses, une marchandise comme les autres.
Brett est le plus gros apiculteur du monde. Chaque année, il vient en Californie avec ses camions chargés de ruches. À gauche, il n'y a que les amandiers. Ils vont fleurir dans une semaine environ. Les bourgeons sont vraiment sur le point d'éclore. Pendant 3 semaines, des centaines d'apiculteurs venus de tout le pays apportent leurs abeilles. 50 milliards au total. Une concentration unique au monde. Nous apportons environ 2,5 millions de ruches, presque la totalité du stock d'abeilles américaines. C'est la plus grande migration d'insectes au monde pour la pollinisation des amandes californiennes. Et imaginez-vous, tout repose sur les épaules des abeilles. Avec ses 90 000 ruches, Brett est le plus gros pourvoyeur d'insectes. Sans elles, pas d'amandes. Ici, vous pouvez voir les fleurs avec le pollen dessus. Les abeilles viennent les butiner et repartent recouvertes de pollen vers une autre fleur et la pollinisent. C'est comme ça qu'on obtient les amandes que nous consommons. Mais depuis 20 ans, les États-Unis sont touchés par le syndrome d'effondrement des colonies, avec des taux de mortalité pouvant atteindre 70%. Devenue rare, l'abeille se fait chère. En 2 décennies, les prix de location des ruches ont doublé. C'est de 210 à 230 $ par ruche. Tout dépend de l'endroit où on va. Ça peut sembler beaucoup, mais il faut tenir compte des investissements et du fait que seule la moitié des abeilles survivront au printemps suivant. Donc au final, quand on regarde les comptes de près, ce n'est pas si rose que ça. Apiculteur de père en fils depuis 3 générations, Brett a construit sa fortune sur ses contrats de pollinisation. Il lui rapporte chaque année des millions de dollars. À elles seules, les abeilles représentent 40% des coûts de production des amandes. Cette industrie est prospère. David Phippen en produit 2000 tonnes par an. Il a bâti un empire qui doit tout aux petites butineuses. Elles sont belles, non? C'est la qualité premium pour le marché japonais. C'est ce qu'on fait de mieux. Sans les abeilles, nous ne pourrions pas produire de si belles amandes. Donc c'est très important pour nous d'avoir une industrie de l'abeille en bonne santé pour coexister avec une industrie de l'amande en bonne santé économique. Chaque année pourtant, 85 000 tonnes de pesticides sont épandues en Californie, sur les amandiers et les autres cultures. Des produits soupçonnés d'intoxiquer les abeilles. Dans cet état, 34% des colonies ont disparu cette année. Pas de quoi déstabiliser les producteurs d'amandes qui préfèrent faire venir des abeilles de tout le pays plutôt que de changer leur mode de culture. Pour David Phippen, le syndrome d'effondrement des colonies serait même un mythe. C'est un malentendu, car historiquement, il y a toujours eu des mortalités d'abeilles dans les ruches. Et ça depuis des générations. Certaines années, ça peut monter à 25, 35 ou 45%. Et certaines années, les pertes sont moindres. C'est la même chose pour moi quand je fais pousser des arbres ici. J'ai aussi des pertes chaque année dans mes vergers. Ça ne veut pas dire que je n'aurai bientôt plus d'arbres. C'est une contrainte naturelle lorsqu'on travaille avec du vivant. C'est pourtant un phénomène avéré et sans précédent. En 35 ans, 1 million de ruches ont disparu aux États-Unis. Personne n'est épargné, pas même Brett, l'apiculteur. Nous le retrouvons à quelques centaines de kilomètres. Son ranch ressemble à un cimetière. Au sol, des dizaines de ruches éventrées.
Si vous regardez ici, on dirait qu'un train a tout ravagé. C'était des ruches. On en a perdu beaucoup. C'est sans précédent. Les palettes que vous voyez là, il y avait des ruches dessus. Comme partout dans ce qu'il possédait. Un chiffre colossal. Depuis 10 ans, il affronte des pertes massives. En 2006-2007, des scientifiques ont commencé à parler de syndrome d'effondrement des colonies. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. La première hypothèse, c'est que ce serait un problème environnemental. Et ça se vérifie. La seconde explication, c'est que c'est à cause d'un parasite. Pour moi, c'est sans doute les deux ensemble. À cause de la pression environnementale, les abeilles ne supportent plus les parasites. Brett a intégré ces morts dans son modèle économique. Ces abeilles n'en ont pas fini de prendre la route. Bientôt, elles partiront dans l'État de New York pour la pollinisation des pommiers. Quand tu auras fini avec celui-là, il reste encore le vieux camion. Mais Brett est inquiet pour l'avenir. Que deviendra-t-il si ces abeilles continuent de mourir? Comment les protéger? Pour qu'un monde sans abeilles ne soit pas notre monde de demain, un laboratoire scientifique cherche à élucider le mystère de l'effondrement des colonies. À l'université de Columbus, des chercheurs testent l'impact des principaux pesticides utilisés dans les champs d'amandiers. Dans leur rucher expérimental, Reed Johnson et son équipe de biologistes viennent de faire une découverte inédite. J'en brosse quelques-unes. Tu prends aussi quelques œufs et des larves? Ils ont eu l'idée d'observer l'effet des pesticides sur les larves d'abeilles. Pour le diflubenzuron, l'un des pesticides les plus courants, ils ont fait une première découverte. Ce produit est tout à fait inoffensif pour les abeilles adultes, mais il tue les larves. Dans nos recherches, nous avons démontré que le diflubenzuron, à haute dose, tuait 90% des larves. C'est une première piste pour expliquer la mort des colonies d'abeilles. Les scientifiques ont fait une seconde expérience. Cette fois, sur les abeilles adultes. C'est bon, elles sont bien sonnées. Anesthésiées par un rapide passage au congélateur, les abeilles vont être exposées à un mélange de deux molécules qui n'ont jamais été testées ensemble. Cet insecticide, le chlorantraniliprol, est sans danger pour les abeilles comme ce fongicide dont le principe actif est le propiconazole. On a découvert que ces produits avaient une action combinée quand ils sont utilisés ensemble sur les amandiers. Les deux produits vont être mélangés, puis dilués à différents dosages. 20 abeilles vont être testées pour chaque flacon. Elles reçoivent chacune une goutte de ce cocktail sur le dos. Celle-ci commence à se réveiller. On va la remettre dans sa boîte. On ajoute de l'eau sucrée et c'est tout ce qu'il leur faut. Quelques heures plus tard, avec la concentration la plus élevée, nous avons 15 mortes et 6 vivantes. Plus on augmente les doses, plus la mortalité augmente. ce serait donc le mélange qui serait fatal aux abeilles. Pour expliquer cet effet cocktail, le scientifique utilise un parallèle avec l'homme. Je bois beaucoup de café, mais je ne meurs pas d'une overdose de caféine parce que les enzymes de mon foie les digèrent au fur et à mesure. On pense que ça fonctionne de la même manière pour ce pesticide. Habituellement, les abeilles le digèrent, mais ce fongicide bloque leurs enzymes et elles s'empoisonnent. Peut-être la fin d'un mystère
est le début d'une solution. Éviter la combinaison de ces produits et peut-être sauver les abeilles. Si certains essaient de les sauvegarder, d'autres tentent déjà de les remplacer. Dans les champs de pommiers californiens, Matt et Jimmy pourraient bien eux aussi changer notre avenir. On va aller à 20 mètres d'altitude et 20 km/h. Il y a 2 ans, ces ingénieurs ont mis sur le marché une petite révolution. Un drone pollinisateur. Ça, c'est le matériel. 100 grammes. C'est du pollen récupéré plus tôt dans la saison, dans le sud, et qu'on a gardé au frais à 0 degré, en attendant de pouvoir l'utiliser. Le pollen coûte 1 € le gramme environ. Pour un champ comme celui-ci, il faut compter 2 000 €, bien loin du coût de location des ruches. Et le drone est capable de réaliser le travail de milliers d'abeilles. Donc, c'est là que va le pollen. On peut tester pour voir si le pollinisateur marche. On vérifie que ça mélange bien le pollen. Et là, on sait que la préparation est faite correctement. Quand ça décolle, vous avez le souffle des hélices qui brassent le pollen et l'expulsent. C'est très efficace. On survole les cimes des arbres et grâce à l'électricité statique, le pollen est attiré et se dépose sur les fleurs. On est prêt? Reste à bonne distance parce qu'il est vraiment grand. Il a des hélices en acier. Il a besoin de respect. Donc on respecte le drone à cause de sa taille et de son poids. Il pèse 11 kilos. Et les propulseurs vont très très vite. Oui, sécurité avant tout. Ok, on y va alors, avant que le vent ne se lève. J'ai besoin que tu me surveilles de ce côté-ci et que tu me guides à la radio. Ok, donc je me poste là-bas. Super. 3, 2, 1... Matt et Jimmy sont les premiers au monde à avoir inventé ce prototype. À terme, ils souhaitent le commercialiser. Le drone peut polliniser 16 hectares en 1 heure. Et contrairement aux abeilles, il peut même travailler de nuit. Les résultats seraient spectaculaires. La production augmenterait de 25% pour les amandiers, de 50 à 60% pour les cerisiers et les pommiers. Pour le moment, la start-up ne compte que quelques dizaines de clients. Mais la révolution pourrait bien être en marche. Imaginez-vous, des escadrons de drones pollinisateurs au-dessus de vos champs. Des machines qui remplaceraient la nature. Ou encore, comme dans cette vidéo d'anticipation, des robots abeilles que vos enfants pourraient observer. Cette scène relève encore de la fiction. Mais pour combien de temps ?